Bonsoir et bienvenue à la soirée Bis mensuelle numéro 44, où on va projeter L'avion de l'Apocalypse de Umberto Lenzi, un film italien, espagnol et mexicain sorti en 1980. On va revenir un petit peu sur la carrière de son réalisateur Umberto Lenzi, parce que c'est vraiment une personne importante dans le cinéma, surtout de série B en Italie. Marvin va vous en parler un petit peu et ensuite on va parler un peu plus précisément du film que vous allez voir. Oui, donc Umberto Lenzi, donc il est né en Toscane le 6 août 1931 et il est mort à Rome le 19 octobre 2017. Donc on était très chagrinés ce jour-là. Donc à la base, il est destiné à reprendre la boucherie familiale, sauf que lui, il n'avait pas du tout envie de... Enfin, il a quand même utilisé des morceaux de barbac plus tard, mais pour d'autres raisons. Donc lui, en fait, ce qui l'amusait, c'est de passer ses journées au cinéma, quand il était très jeune. Donc après, il était dans une école de cinéma, il est sorti diplômé du, excusez mon accent italien d'avance, le Centro Sperimentale di Cinematografia, en 56. Pas mal ça. Voilà. Donc le Centro Sperimentale di Cinematografia est une fondation italienne de l'enseignement, la recherche et l'expérimentation du cinéma. Donc elle a été fondée en 1935 à Rome, et c'est une des plus anciennes écoles de cinéma au monde. Donc voilà, c'est quand même un beau pedigree. Donc ensuite, quand il sort de son école, il réalise un court-métrage. Et très vite, il anime un ciné-club où il passe pas mal de films soviétiques un peu en cachette, parce qu'à l'époque, c'était pas très bien vu. Donc voilà, il était beaucoup attiré par les films soviétiques de l'époque. C'était un petit peu son influence. Et il finit par réaliser son tout premier film en 61, donc Marie Larousse, qui est un film de KPDP. Voilà, c'était un genre qui marchait bien à l'époque, donc déjà, on sent que ça allait devenir un futur artisan. Donc il a réalisé quand même une soixantaine de films entre 60 et 92, ça fait quasiment 2 films par an, donc c'est quand même plutôt un bon rendement. Donc dès le début, il impose une patte violente, réactionnaire, prônant souvent l'autodéfense. Donc voilà, il se revendiquait anarchiste, mais lui disait que dans ses films, il n'y avait aucun message politique. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même des films souvent où les gens se prennent pas mal de baffes assez facilement, c'est assez violent quand même. Donc comme beaucoup de ses comparses italiens, il touche à tous les genres de l'époque qui fonctionnaient en fait. Dès qu'un film fonctionnait en salle, il faisait les genres, tout le monde s'engouffrait dedans. Donc quand c'était la mode du film d'aventure, il a réalisé Massiste contre Zorro, mélange de film de péplum et d'aventure. Les Pirates de la Malaisie, Criminal, Iron Master, qui est un espèce de mélange entre Conan et La Guerre du Feu, film des années 80, qui est pas un chef-d'œuvre, on sent que c'est un peu la fin de George Eastman. Voilà. Le Péplum, Hercule contre les mercenaires, les films d'Eurospy, donc les espèces de copies de James Bond, Des fleurs pour un espion. Le western Spaghetti, il en a fait qu'un. Pistolet pour un massacre, qui est un western assez violent. Voilà. On sent déjà que c'est un monsieur assez violent, Umberto Lenzi, dans ses films. Le film de guerre, le genre qu'il préférait. En fait, c'est les films vraiment qui ont fait sa fierté. Moi, je trouve que c'est ses plus mauvais films, vraiment. Les films un peu lents. Lui, il trouvait que c'était vraiment le genre qu'il avait mieux réussi. C'était un fan d'histoire, apparemment. Ouais. Umberto Lenzi. Ouais. C'était quelqu'un d'assez lettré. Voilà. Donc, les films de guerre, il a fait Les Chiens verts du désert, qui est un film qui on suit des Allemands. Donc, pour l'époque, c'était assez nouveau. Après, l'Italie était avec les Allemands à la base, donc Ça peut jouer. La Légion des damnés, avec Jacques Palance et Kurt Jürgens, qui est un très très bon film. D'ailleurs, la trame a inspiré Glorious Bastard de Tarantino. Voilà. Mais on va revenir sur Tarantino après. La Grande Bataille, un casting 5 étoiles avec Henry Fonda, John Huston, enfin voilà, qui est je trouve son plus mauvais film que j'ai vu de lui, malheureusement. Ou L'Enfer à la Victoire, qui est un film tourné en partie à Paris, donc voilà, avec Lambert Wilson, que j'ai pas vu dans le film, il est marqué au générique, mais je l'ai pas vu. Il tombe de la tour Eiffel, à ce qui paraît. Voilà, c'est dommage que ce soit une cascade. Après, il a fait un style qui s'appelle le giallo, voilà, qui est un genre où il a fait... C'est un des meilleurs réalisateurs de giallo, en fait, il est un petit peu dans le haut du panier, parce qu'on a eu quand même une grosse quantité de giallo à l'époque. Une espèce de film un petit peu où on suit un tueur souvent qui porte du cuir, on voit que sa main, il a des rasoirs, il tue que des jeunes femmes nues, enfin voilà, c'est des films, tout un programme quoi. Voilà. Donc il a fait des belles réussites, donc on peut citer Le tueur à l'orchidée, Le couteau de glace, Spasmo ou Chat rouge dans un labyrinthe de verre. Rien que le nom, je trouve déjà il en voit pas mal. Il a excellé aussi dans un style qu'on aime bien avec Bastien qui s'appelle le poliziotesco. Donc c'est des films policiers, c'est des polars quoi. Donc les siens sont particulièrement violents. C'est les plus violents, je trouve, les plus réacs, les plus gratuits. Enfin voilà, c'est de la violence gratuite. C'était des polars en fait qui sont sortis à la période qu'on appelait les années de plomb en Italie.
qui ont commencé en 69 après un attentat par une association néofasciste qui avait posé une bombe en fait. Et du coup, ça a créé en fait plein de violence en Italie à cette période-là. Et du coup, forcément, la société violente a créé des films violents, quoi. Oui. Donc souvent avec des flics qui n'allaient pas de main morte pour trouver les gangsters. Ah non, puis comme je disais aussi, des films, il y a pas mal des films de vigilante quoi, avec l'autodéfense. En fait, les gens, on croit plus en justice, on va faire la justice nous-mêmes. Quoi. Donc voilà, c'est assez. Donc, ouais, ça tue à tour de bras. Même un petit côté Inspecteur Harry par moment, d'ailleurs. Donc voilà, c'est carrément. Donc, la guerre des gangs, la rançon de la peur, brigade spéciale. Celui-là est vraiment cool parce que le commissaire dedans, il met des baffes avant de parler. Quoi. Donc c'est assez généreux. Quoi. Un flic hors la loi aussi, avec Henri Silva qui est très bien. Donc à l'époque, il a été qualifié de réalisateur néofasciste par la critique, alors que lui se disait de gauche. Donc voilà, il y a un petit écart quand même. Juste après aussi, il est très connu pour le film de Cannibal. Donc on lui attribue la paternité du genre d'ailleurs, avec des films Au pays de l'exorcisme, qui n'est pas vraiment un film de Cannibal, mais qui en pose un petit peu les bases. La secte des cannibales et Cannibal Ferox, qu'on avait passé avec la seconde zone juste avant le premier confinement. En pellicule. Et je crois que Johan avait inversé une bobine d'ailleurs, donc le film était un peu monté à l'envers. On a fait une vidéo sur YouTube, sur notre chaîne. On revient vraiment en particulier en détail sur ce film. Quoi. Voilà, et puis il a fait des films d'horreur aussi. Donc L'Avion d'Apocalypse, que vous allez voir juste après. Fou Allié, La Maison du Cauchemar, qui était le Evil Dead 3, allez, en Italie, qui n'a rien à voir, hein, qui est vraiment raté en fait, celui-là, vraiment, faut le dire. Donc voilà, c'est une fin de carrière un petit peu comme ça, avec des films destinés que au marché international. Donc c'était vraiment que pour gagner sa vie, malheureusement. D'ailleurs, il n'aimait pas les films d'horreur. Et selon lui, il a dit mes films d'horreur ont très bien marché dans le monde entier. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc c'est un peu triste, mais voilà. Donc il a signé certains films, surtout ces derniers, sous les pseudos de Humphrey Humbert ou Bob Collins parfois, et parfois d'autres pseudonymes, mais qui assumait pas trop ces derniers films. Hein. Donc il se retire du cinéma à 60 ans, c'est assez jeune. Il se met à écrire des romans policiers par la suite, qui n'ont pas visiblement eu beaucoup de succès parce que, bon, voilà. Il est aujourd'hui considéré comme un des meilleurs artisans de la série B italienne, voilà, avec des gens comme Margaret Hines, Castellari, voilà, Joe Fulci, des grands quoi. Et il a été idolâtré par un jeune homme à l'époque qui s'appelait Sage Stallone, donc le fils de Sylvester Stallone, qui est venu frapper chez lui un jour à l'improviste, stylo ouvert, et il dit qu'est-ce que tu veux en fait. Et lui il a dit en fait j'adore tes films de cannibales, en gros je veux que je fasse un documentaire, des choses comme ça en fait. Il en revenait pas en fait. Hein, je crois que Stallone est mort avant que le projet se fasse. Donc voilà, il y a aussi des gens comme Tarantino qui aiment absolument tout sur Terre, donc évidemment il adore Umberto Lenzi. D'ailleurs tu peux raconter une petite anecdote sur le film d'ailleurs. Ouais, j'en parlerai au pire un petit peu après. Et du coup, il y a Eli Roth aussi qui lui a rendu hommage quand il a sorti son Green Inferno. En Italie, en fait, il a invité au premier rang, il n'y avait que les réalisateurs vivants qui ont fait les films de cannibales. Donc il y avait Umberto Lenzi, il y avait Ruggero Deodato, Sergio Martino, qui était au premier rang, donc c'est plutôt un bel hommage. Et donc voilà, au cours de sa carrière, Umberto Lenzi a eu la chance de diriger des acteurs un petit peu connus, ce qui n'est pas le cas de tous les réals de l'époque. Donc on peut citer quand même Jean-Louis Trintignant, voilà, qui en a fait 2 avec lui. C'est original quoi. Stacy Keach, Mel Ferrer, John Huston, Henry Fonda, Jacques Palance, Kurt Jurgens, Aldo Machon, dans une comédie. D'ailleurs, le film qu'il a fait avec lui, il a dit qu'il n'aime pas en parler, il l'a juste fait pour payer ses impôts. Voilà, sacré Umberto Lenzi. Annie Dupéret, Jean-Pierre Cassel et Lambert Wilson. Voilà. Donc je vais citer Nannerland, hein, c'est un site qu'on aime bien avec Bastien, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils ont pu dire sur le cinéma. Mais ils ont des belles interviews. Voilà. Umberto Lenzi en a fait prouver au cours de sa carrière qu'il était un artisan solide, capable selon les genres et les budgets de livrer quelques chouettes films, mais aussi de tristes navets et quelques beaux nanars. Voilà. Il est décrit cependant comme quelqu'un de très fier, parfois caractériel, qui criait beaucoup sur les tournages. Donc voilà, on voit une photo du film Cannibal Ferox où il hurle sur un acteur, on voit qu'il a la bouche grande ouverte, mais c'est assez... Justement, tu peux raconter pourquoi il lui gueulait dessus. Oui, en fait, Cannibal Ferox, il demandait à un acteur, qui était végétarien, je crois d'ailleurs, de tuer un cochon. Et l'acteur a dit non, c'est hors de question. Et en fait, il a dit, De Niro l'a fait dans 1900 de Bertolucci. Et je crois que l'acteur lui a dit, bah ouais, mais moi, si j'étais De Niro, je t'aurais mis un coup de pied dans le cul, ça t'aurait envoyé directement en Italie, je crois. C'est un peu l'ambiance qui régnait sur les plateaux à l'époque. Sympa, quoi. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail de l'Avion de l'Apocalypse.
Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une production italiano-espagnole. Et il y a aussi quelques sous mexicains dans le film. Ça a été produit par notamment Dialci Film, donc, qui est une société qui était à Rome, et la Lotus Film International, qui était, elle, à Madrid. Donc, au niveau du scénario, il y a trois personnes qui ont bossé dessus, dont le plus connu, Piero Regnoli. Donc, c'est un réalisateur italien qui a réalisé 11 films en tout. Et surtout, donc, c'était un scénariste de plus de 100 films, dont notamment, dans les plus connus, Les Vampires de Bava et Ricardo Freda, Navarro Joe de Corbucci, un très très bon western avec Burt Reynolds, Cro-Blanc de Fulci, et aussi le Manoir de la Terreur d'Andrea Bianchi, qu'on aime beaucoup, qui est très, très sympathique comme film, quoi. Donc c'est vraiment un scénariste quand même très habitué, quoi. Vous allez voir, en fait, les producteurs, ce qu'ils avaient en tête, eux, en fait, c'est de surfer sur les films de l'époque de zombies qui avaient marché. Donc on peut citer forcément Zombie de Romero, mais aussi en Italie, il y avait déjà eu des succès avec notamment les films de Fulci. Qui s'inspirait déjà de Romero. C'est ça, exactement. Donc l'enfer des zombies. Ils vont d'abord proposer donc un autre réalisateur pour faire le film, donc Enzo G. Castellari. Il va refuser de faire ce film et du coup ils vont se tourner vers Umberto Lenzi. Il dira oui, mais par contre il voudra imposer quelques changements au scénario, notamment changer les zombies classiques, on va dire, c'est-à-dire lents, pour plutôt des infectés en fait. C'est-à-dire que là vous allez voir des créatures sous cocaïne, sous cocaïne complètement excitées, qui tirent à la mitraillette et tout, enfin bref. Et du coup ça venait d'un problème nucléaire en fait. Et c'était pas le truc un peu vaudou du zombie classique. Voilà. Donc moi je trouve que c'est ce qui donne vraiment le côté original à ce film-là. C'est qu'on a, voilà, on va dire, c'est quasiment les premiers infectés qu'on verra sur grand écran, quoi. On peut peut-être citer, imaginer que Rage de Cronenberg s'en est aussi, mais bon, voilà. Donc au niveau des lieux de tournage, donc ça a été tourné à Rome, hein, donc dans les studios des Paoli, mais aussi dans les studios de télé GBR qui ont aujourd'hui disparu. Parce que vous allez voir qu'il y a des studios de télé à un moment dans le film. Et donc, vu que c'est une coproduction espagnole, ça a été beaucoup tourné à Madrid, notamment pour les plans d'ensemble extérieurs. Et aussi la scène de fin du film qui se passe dans un parc d'attractions. C'est aussi tourné à Madrid et le parc existe toujours aujourd'hui. Il y a aussi un centre de traitement gazier qui fait office ici d'une centrale nucléaire, qu'on voit plutôt dans le début du film. Et les scènes dans la base militaire, en fait, elles sont tournées à Retafe et à Saragosse en Espagne. Donc vous allez voir aussi que le film, quand même, il est beaucoup basé sur ses effets gore, ses maquillages. D'ailleurs, des infectés qui ressemblent à des pizzas. À des pizzas un peu trop cuites. Un peu carnivores, comme celle qu'on a mangée tout à l'heure. On a mis quelques photos d'ailleurs sur Facebook. Et donc l'équipe des effets spéciaux, elle est tenue par vraiment un habitué de tous les films gore en Italie de l'époque. Donc Giuseppe Ferranti, qui a bossé plusieurs fois avec Umberto Lenzi, notamment sur Cannibal Ferox. Il a bossé aussi sur des gialli très très connus qui s'appellent Le chat à 9 queues et L'oiseau au plumage de cristal de Dario Argento. Aussi Virus Cannibal, hein, qui mine de rien a des effets gore assez sympathiques. Et aussi Horrible de Joe D'Amato, qui est un film gore très sympathique. Alors au niveau du casting, vous allez voir, il y a quelques têtes connues. Alors pour le rôle principal, donc il s'appelle Dean Miller. Alors à la base, il pensait à d'autres acteurs. Il pensait à Franco Nero, Fabio Testi, aussi John Saxon. Bon, malheureusement, vu qu'il y a des sous mexicains dans le film, ils lui ont imposé le rôle principal, donc qui est joué par un acteur qui s'appelle Hugo Stiglitz, qui n'a pas trop un nom mexicain d'ailleurs, c'est assez curieux. On disait dans un grand-père. Alors ce nom peut peut-être vous dire quelque chose, parce que Tarantino en a fait un de ses personnages dans Inglourious Bastard. C'est le tueur de juifs, de nazis c'est l'ours. Non, c'est un nazi qui tue des nazis. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je me confonds tout. Et du coup, Hugo Stiglitz, c'est un acteur mexicain, comme je disais, et qui a beaucoup joué pour un seul réalisateur qui s'appelle René Cardona Jr. Mais aussi, on a pu le voir dans un film quand même plus prestigieux, qui s'appelle Au-dessous du volcan de John Huston,
Voilà, il joue un petit rôle dedans. Il n'a pas de tête de Mexicain d'ailleurs. Hein. Non, non, Stylix. non, pas trop. Là-dedans, il est barbu avec des cheveux assez longs. Ouais. Dans le rôle, un des rôles féminins principaux, le personnage s'appelle Dr Anna Miller. Donc, c'est une actrice italienne qui s'appelle Laura Trotter. Trotter, je ne sais pas comment ça se dit. Et on a pu la voir aussi chez Lenzi en 75 chez Chat Rouge dans un labyrinthe de verre. Aussi dans un Rape and Revenge plutôt sympathique de Franco Prosperi, La dernière maison sur la plage en 78. Aussi, un de ses derniers rôles, c'est dans un Tinto Brass. C'est Lola la frivole en 98, qui est une comédie sexy, plutôt fun, quoi, qu'on vous conseille. Il y a un acteur qui est aussi assez connu, qui joue un des majors, qui s'appelle Warren Holmes. Donc lui, c'est un acteur espagnol, ce coup-ci, qui s'appelle Francisco Rabal. Donc c'est une grosse carrière de plus de 80 films. Il a commencé sa carrière dans les années 50. On a pu le voir notamment dans L'Éclipse en 62 de Antonioni, aux côtés d'Alain Delon. Belle de jour aussi de Louis Buñuel en 67. Et aussi dans un de ses rôles les plus fameux, on va dire, c'est dans Le convoi de la peur de Friedkin en 77, qui est un chef-d'œuvre absolu, quoi. Il y a aussi un acteur américain ce coup-ci qui joue un des générales, donc général Murchison, qui est joué par Mel Ferrer. Donc on en a déjà pas mal parlé parce que c'est une tête qui a fini sa carrière en Italie et qui a fait pas mal de séries B. Mais à la base, il commence à Hollywood en fait, dans des films comme Guerre et paix de King Vidor, ou aussi un film de 59 qui est excellent, que je vous conseille, un film post-apocalyptique qui s'appelle Le monde, la chair et le diable en 59, avec Harry Belafonte qui est vraiment génial. Et ensuite, sa fin de carrière, donc il va jouer dans Le continent des hommes poissons de Martino qu'on a passé. Ouais, c'est ça. La secte des cannibales du même Lenzi. L'Antéchrist aussi, qui est un sous l'exorciste, quoi. Et pour finir, un acteur aussi espagnol, donc qui joue le docteur Kramer, et donc qui est joué par quelqu'un qui s'appelle Eduardo Farardo. Et alors lui, il a une carrière monstrueuse, plus de 180 films, plus de 2000 apparitions à la télé, aussi des pièces de théâtre. Et son rôle, on va dire, le plus connu, c'est en fait, il joue le méchant dans le Django de Sergio Corbucci. Donc un gars bien sapé avec un chapeau, vraiment une tête de méchant, je pense qu'on peut le dire. Et donc il va jouer dans énormément de westerns. Voilà, je ne peux pas tous vous les citer, mais donc El Mercenario du même Corbucci, Compañeros, au Cancacero. Et aussi La folie des grandeurs, quand même, de Gérard Houry, aux côtés de De Funès, où il jouera le général Huerta. Voilà pour le casting. Vous allez voir quand même une belle brochette de bons acteurs. Au niveau de la musique, elle est très années 80, très dans le type de ces films-là. Donc c'est Stelvio Cipriani qui l'a composé. Donc lui, c'est une valeur sûre vraiment des bandes-sons des films italiens de l'époque. Notamment une qui est excellente, et un film moi j'aimerais bien passer. Donc c'est Femina Riden, et la bande-son est magnifique, et c'est lui qui l'a composé, quoi. Alors pour finir, je vais vite fait vous parler de l'exploitation du film, parce qu'il a eu un parcours un petit peu particulier. Donc il est sorti en 1980 en Italie, 1981 en province française, et seulement en 1982 à Paris, en fait. Apparemment, il a eu qu'une seule semaine d'exploitation en France, enfin sur Paris, pardon, et dans seulement 2 salles. Donc, en vrai, c'est vraiment sa sortie VHS plus tard qui a permis vraiment de le faire connaître. Puis mine de rien, le tourner comme un peu, faire devenir un film culte, quoi, dans le type d'horreur et d'infecté, quoi. En France, il fera que 53 entrées, hein, avec une exploitation pareille aussi courte, c'est un peu normal. Je l'ai vu au Brady. Hein. Ah oui, 53 000. J'ai dit combien? 53 000. Non, 53 000. Ah oui. Oui, non, 53, oui, non, ça ferait vraiment pas beaucoup. Là. Non, 50. Ah, tu faisais partie des 53 000 alors. Ah, 53 000 Ouais, 53 000. Non, ma langue a fourché, Il fait que 53 Mais c'est pas... Oui, mais c'est pas... Non, 53. Je crois que même BHL en fait plus, donc... Et en comparaison, en Espagne, il va quand même en faire 300 000. Donc, c'est quand même peu en France, quoi. On peut quand même dire que le titre français est un peu stupide aussi, parce que le film s'appelle Nightmare City.
transformé en l'avion de l'apocalypse. Voilà, c'est un peu. Oui, oui, ouais. Un peu mensonge. Ouais, le Voilà, site quoi. anglais est un peu bizarre, ouais, c'est clair. Oui, vite fait, je voulais. Alors, apparemment, dans un bonus d'un DVD hollandais, je crois, du coup, il y a Tarantino qui fait une interview d'Umberto Lenzi. Et apparemment, il lui pose des questions sur le film, sauf qu'il a le malheur de parler de zombies, en fait. Et apparemment, dans l'interview, moi je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu à l'écrit. Apparemment, il le reprend et puis il l'engueule un petit peu. Il lui dit non, non, moi dans mon film, c'est pas des zombies, c'est des infectés, c'est pas pareil. Et Tarantino faisait pas mal, des fois, un petit peu des raccourcis, quoi. Friends of mine were interviewing him for his movie Cannibal Ferox on Laserdisc when it was coming out way back when. I said, oh, hey, tell Umberto Lenzi about how much I love his zombie movie, City of the Walking Dead. I love that movie. It was really great. They go over and they tell Umberto Lenzi that, hey, by the way, just to let you know, Quentin Tarantino is a big fan of your zombie movie, City of the Walking Dead. He goes, zombie, what is zombie? They were infected people. I didn't even understand my film. On peut vite fait parler de l'héritage du film aussi, parce que il y a mine de rien, les infectés, aujourd'hui, c'est extrêmement courant, mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. C'était plus les zombies, vraiment très très lents. On peut citer, bien sûr, 28 jours plus tard, de Danny Boyle. Je pense qu'il a vu ce film, c'est un peu obligé, quoi. Il y a aussi le grand ami de Tarantino, Robert Rodriguez, qui s'est beaucoup inspiré de ce film-là pour créer son Planète Terreur. Donc justement, pareil, des sortes d'infectés qui ont la gueule avec des pustules partout, quoi. Moi, j'ai pensé aussi à World War Z, avec Brad Pitt, qui, pareil, fait des zombies qui courent extrêmement vite, quoi. Plus de budget, quoi. Ouais, mais je préfère celui-là. Alors, au moins, il n'y a pas un placement produit pour Coca-Cola, quoi. Bah, d'ailleurs, j'ai vu une interview de Lenzi cet après-midi, justement, où il dit que c'est pas du tout des zombies, en fait, parce que dans le film, vous verrez, on spoil, mais en fait, ils boivent le sang des victimes, en fait. Donc, c'est plus des vampires qui se nourrissent de sang que de zombies qui mangent de la chair humaine. Après, il ne faut pas chercher une logique non plus. Mais c'est éthique. parce qu'il tire aussi à la mitraillette, quoi. Donc, bon, je comprends pas tout, quoi. On peut quand même dire, ça vous fait rire, ça. Selon Lenzi, le film s'inspire d'une histoire vraie. Non, mais sans blague, en fait, il a dit qu'il s'est inspiré d'une catastrophe qui a eu lieu en 1976 à Seveso, donc au nord de Milan. Donc voilà, c'est une usine qui a explosé, en fait. Et il y a eu des gros problèmes sur la santé des gens qui habitaient autour. Donc ça l'a un peu inspiré sur je pense, le côté... C'est un peu une fable écologique, hein, quand on le voit, parce que c'est... Ouais. Fais gaffe, on commence à analyser les films, ça va pas du tout, là. Non, mais ça parle du nucléaire, les dangers du nucléaire. Ouais, c'est ça. Donc, voilà un petit peu l'avion de l'apocalypse. Bon film, hein. On va après. Bon film.